Les exportations d'or de Loulo-Goungoto, la plus grande mine d'or du Mali, sont suspendues par le gouvernement. Une situation qui pourrait conduire Barrick Gold à arrêter ses opérations, selon un communiqué de presse de la société minière. Dans sa lutte contre la corruption, le Mali s'appuie sur des entités comme le Végal et l'OCLEI qui publient chaque année des rapports sur les détournements de fonds publics. Mais quelle est réellement l'utilité de ces rapports? Découvrez le premier épisode de notre série de la semaine dédiée à la corruption. En Côte d'Ivoire, le troisième forum économique public-privé Japon-Afrique a pris fin hier, un rendez-vous stratégique où opérateurs économiques japonais et ministres africains ont discuté du renforcement des partenariats commerciaux. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 1945. Les exportations d'or de Loulo-Goungoto, la plus grande mine d'or du Mali, sont bloquées par le gouvernement. C'est du moins l'annonce faite lundi 16 décembre par le Canadien Barrick Gold qui précise que le maintien de ce blocage pourrait le contraindre à suspendre ses opérations. Djeneba Samaki. Le gouvernement malien est depuis quelques mois en conflit avec Barrick Gold, propriétaire de sa plus grande mine d'or, afin de récupérer un manque à gagner estimé à 500 millions de dollars. Dans le cadre de ces différends, Bamako a déjà emprisonné 4 employés de Barrick et émis un mandat d'arrêt contre le PDG Marc Bristow. Les exportations d'or de Loulo-Goungoto, la plus grande mine d'or du Mali, sont bloquées par le gouvernement. C'est du moins l'annonce faite lundi 16 décembre par le propriétaire de la mine, le Canadien Barrick Gold, qui précise que le maintien de ces blocages pourrait le contraindre à suspendre ses opérations. Le gouvernement malien n'a pas confirmé ces blocages des exportations pour le moment. L'information intervient néanmoins alors que les relations entre Bamako et la compagnie canadienne sont tendues. Barrick estime que les accusations portées contre elle sont infondées et que les mesures prises par le gouvernement sont disproportionnées. Elle accuse les autorités maliennes de prendre des mesures arbitraires, notamment des réclamations fiscales et douanières qu'elle juge infondées. En réponse, Bamako reproche à Barrick de ne pas tenir ses engagements et menace de ne pas renouveler l'un des permis d'exploitation de la société arrivant à échéance en 2026. Barrick reste donc l'un des derniers producteurs d'or du Mali à poursuivre les bras de fer avec le gouvernement qui a déjà fait plier la plupart des autres compagnies, qu'il s'agisse des Canadiens B2Gold et Elite Gold ou de l'Australien Resolute Mining. Les autres propriétaires des mines d'or industrielles au Mali ont en effet accepté de verser un montant cumulé dépassant 200 millions de dollars. Bamako a également obtenu l'application des termes du nouveau code minier à certaines mines, notamment les 2 mines de lithium inaugurées le dimanche dernier. S'il est difficile d'indiquer la direction dans laquelle les deux parties comptent orienter les différends au cours des prochaines semaines, rappelons qu'une suspension effective de la production d'or à Loulo-Goungoto impacterait négativement la production et les revenus miniers du Mali pour 2024. En 2023, la mine a livré près de 700 000 onces d'or et contribué à l'économie locale pour plus d'1 milliard de dollars, selon Barrick Gold. Le dossier de Djoliba TV News évolue. La chaîne privée peut espérer garder sa licence puisque la haute autorité de la communication a finalement décidé hier mardi d'une suspension de 6 mois. On en sait davantage avec Assitoumani Koulibaly. La haute autorité de la communication du Mali a revu sa décision initiale concernant la fermeture de la chaîne Djoliba TV News. Prévue comme une mesure définitive, la sanction a finalement été réduite à une suspension de 6 mois. Cette décision fait suite à des négociations intenses menées par les organisations fêtières de la presse, notamment sous la conduite de la Maison de la presse du Mali, présidée par Bandjougou Danté. En parallèle, un recours gracieux introduit par la direction de la chaîne auprès de la HAC a également favorisé cette issue plus mesurée. Cette décision fâche tout de même des journalistes qui s'insurgent de la tournure des choses. Ce qui fait dire au journaliste Chahana Takiou que l'état de la presse au Mali en est pour quelque chose. Selon lui, démunie, désunue, incompétente, égoïste et jalouse, la presse actuelle ne peut rien réussir de bon, sauf si elle est réellement servie. La maison de la presse avait déclaré que si la HAC ne changeait pas d'avis, toutes les radios ainsi que toutes les télévisions maliennes diffuseront en simultané l'émission blâmée.
Le gendarme des médias devrait, d'après la maison de la presse, je cite, « continuer sur sa lancée en fermant tous ses médias. Et ce sera aussi la fin de la mission de la HAC, car elle n'aura plus rien à réguler. » Pour rappel, c'est à la suite d'une plainte déposée par le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, les autorités maliennes ont acté la suspension, mardi 26 novembre, de la diffusion de la chaîne privée d'information. En cause, une offense commise publiquement envers un chef d'État étranger lors d'une émission le 10 novembre dernier. Depuis la prise de cette décision de fermeture, le groupe de presse continue à informer son public par le biais de sa radio. Pour lutter contre la corruption, le Mali a institué plusieurs structures publiques à l'image du VEGAL et de l'OCLEI. Chaque année, ces structures produisent des rapports sur des cas de détournement de fonds publics. L'utilité de ces rapports, on en parle dans l'épisode 1 de notre série sur la corruption, un reportage de Soumaïla Fani. À l'occasion de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général près de la Cour suprême a fait cas la semaine dernière d'un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA de 2021 à 2024. Ces détournements qui portent atteinte aux deniers publics avaient suscité l'État depuis à créer des structures publiques à l'image du bureau du vérificateur général et de l'OCLEI pour servir de gendarmes contre ces fléaux. Ces dernières produisent chaque année des rapports sur des irrégularités financières au sein des institutions sans que cela ne serve à lutter efficacement contre ces fléaux, d'où la question de savoir à quoi servent ces rapports. Théoriquement, au fait, quand on analyse pourquoi ces structures ont été créées, elles ont été créées généralement pour qu'en aval des dispositions puissent être prises pour combattre, sanctionner éventuellement les différents coupables, les différents responsables. Mais ce qu'on a constaté, c'est que les différentes structures auxquelles vous faites allusion, chaque fois font des rapports, étalent les cas avérés de corruption, mais d'année en année, on a l'impression que le phénomène s'amplifie. Vous voyez, on a l'impression que le phénomène s'amplifie. Donc souvent, la question qu'on se pose, c'est de savoir quel est l'objectif réel de rechercher. Est-ce qu'il s'agit seulement pour des études de communication ou bien il s'agit de combattre la corruption pour que vraiment le développement puisse être au rendez-vous tel qu'on l'a souhaité. Moi, je crois qu'on reste un peu sur nos fins à ce niveau-là. Quand nous faisons notre rapport, donc il y a plusieurs volets dans ce rapport-là. Il y a seulement une partie qui concerne la justice, parce que la loi nous donne la charge de contribuer à la lutte contre l'enrichissement illicite, contre la corruption, à travers l'enrichissement illicite. Donc nous, on transmet le rapport à la justice, mais à partir de là, on est dessaisi du dossier. Pour les autres dossiers, c'est des recommandations que nous faisons. Et je prends un exemple concret. Nous avons fait une étude, par exemple, sur la subvention accordée aux écoles privées l'année dernière. Et ça a permis à l'État, par exemple, de ne pas orienter les élèves dans les 10 établissements. Dans le dernier rapport de l'OCLEI portant sur l'année 2023, les irrégularités financières se sont chiffrées à plus de 230 milliards de francs CFA. De 2019 à 2023, environ 29 dossiers ont été transmis à la justice. Il faut reconnaître que le temps de la justice n'est pas forcément le temps des hommes. La justice, c'est aussi hâtons-nous là-dedans. C'est une grande muette aussi. C'est instruire les dossiers dans le plus grand sérieux, dans la plus grande sérénité, dans le calme, dans le respect des principes, mais surtout en étant axé sur la recherche de la vérité. Et cela peut prendre du temps. Du 18 août à aujourd'hui, la lutte contre la corruption a permis à l'État du Mali de recouvrer plus de 90 milliards. C'est quand même une prouesse. Au-delà du bureau du vérificateur général et de l'OCLEI, d'autres services et institutions sont aussi dédiés à cette cause, à l'image du contrôle général des services publics, de la cellule d'appui aux structures de contrôle de l'administration, de la section des comptes de la Cour suprême et des inspections des départements ministériels.
L'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, Eduardo González Cueva, est en visite officielle dans le pays jusqu'au 20 décembre. Il s'agit de sa première visite depuis sa nomination en mai 2024. Ibrahim Babi. On se souvient que l'ex-expert indépendant des Nations Unies, Alioune Tine, n'a pas été tendre avec les autorités de la transition. Alioune Tine a aussi souligné la hausse des violences dans le pays dans son dernier rapport de mars 2024. L'ex-expert indépendant de l'ONU a rencontré beaucoup d'écueils dans la rédaction de son rapport. Il n'a par exemple pas été autorisé par les autorités maliennes de la transition à séjourner dans le pays. Pour rédiger son rapport, l'expert s'est fondé sur des informations mises à sa disposition par divers acteurs de la vie politique et sociale du Mali. Fousseinou Ouattara, le vice-président de la Commission Défense et Sécurité du Conseil national de transition, avait pour sa part affirmé qu'il existe beaucoup d'incohérences dans le rapport présenté devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU le 28 mars dernier par l'expert indépendant Alioune Tine. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, avait dénoncé ce rapport qui charge, selon lui, les autorités maliennes. Eduardo González Cueva, le nouvel expert indépendant des Nations Unies, est en visite au Mali pour une évaluation cruciale de la situation des droits de l'homme. Nommé en mai 2024, il s'attelle à soutenir les autorités de transition dans un contexte de violations persistantes et des défis sécuritaires. Durant son séjour à Bamako, l'expert rencontrera des responsables étatiques, des victimes de violences, des ONG et des diplomates. Objectif : établir un diagnostic global et proposer des pistes concrètes pour renforcer la protection des droits fondamentaux. Ce 16 décembre, il a échangé avec la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en acronyme, saluant son rôle malgré les contraintes. Il a également félicité l'institution pour son accréditation au statut A des principes de Paris. M. González, nommé pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois, succède à Alioune Tine. Non rémunérés, les experts indépendants de l'ONU documentent les violations des droits humains et formulent des recommandations basées sur des études et consultations approfondies. Le rapport attendu en mars 2025 au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pourrait marquer un tournant rappelant l'urgence d'agir pour le respect des libertés et la dignité humaine. Un défi immense pour un pays en quête de stabilité, tout en espérant que ce rapport ne va pas exacerber une fois de plus les tensions entre les deux parties. En bref, le 17 décembre 2024, le bureau du procureur de la CPI a annoncé l'abandon de son appel dans l'affaire Al-Hassan Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud. Ce revirement intervient après qu'en novembre 2024, Al-Hassan ait été condamné à 10 ans de prison pour des crimes de guerre et contre l'humanité, mais acquitté de plusieurs accusations de crimes sexuels en raison du manque de preuves. Le bureau du procureur a renoncé à contester ces acquittements et Al-Hassan a présenté des excuses publiques jugées tardives et opportunistes par les victimes. Les représentants légaux des victimes, qui défendent 2176 personnes, ont exprimé leur frustration, soulignant que les violences sexuelles étaient au cœur des souffrances de Tombouctou et espéraient un appel pour rétablir une justice complète. En Côte d'Ivoire, le 3e forum économique public et privé Japon-Afrique s'est achevé hier, un cadre qui a permis aux opérateurs économiques japonais et aux ministres du continent d'échanger sur le renforcement des échanges commerciaux. Aminata Keïta. En 2023, les échanges commerciaux entre le Japon et les pays africains s'établissaient à 26 milliards de dollars. Le nombre d'entreprises japonaises implantées en Afrique est passé de 520 en 2010 à 900 en 2020. Ainsi, depuis 2018, le Forum économique Japon-Afrique se tient en Afrique tous les 3 ans. Pour la première fois, il se tient en Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire. Plusieurs dizaines d'entreprises japonaises ont fait le déplacement pour présenter leurs offres à une trentaine de ministres du continent. Dans l'ensemble, 14 mémorandums d'entente ont été signés avec des projets de financement portant sur la santé, le développement de l'écosystème des startups, les produits pharmaceutiques, l'agriculture, l'éducation, les vaccins contre le paludisme des enfants en Côte d'Ivoire, l'industrie automobile au Nigeria, les projets verts, le projet Smart Rwanda, etc. Les pays concernés sont entre autres le Kenya, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi, le Nigeria, le Ghana, etc. En termes d'investissement, le Forum Japon-Afrique de cette année prévoit un budget d'investissement de 1 milliard de dollars pour l'Afrique. Et à ce forum, l'on peut compter 100 entreprises japonaises qui sont présentes
Et ces entreprises contribueront bien entendu à investir dans plusieurs projets en Afrique. D'ailleurs, à l'ouverture de ce forum, le vice-ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, Oguchi Masaki, a indiqué que son pays, qui est reconnu mondialement pour son expertise technologique et sa capacité à innover dans des secteurs clés tels que l'énergie, la technologie, l'industrie et la digitalisation, va présenter 3 nouvelles mesures de financement pour l'Afrique. L'objectif de ce forum était de promouvoir les relations entre l'Afrique et le Japon en matière de commerce, d'investissement et d'innovation dans les domaines de la transformation verte, des infrastructures, des solutions financières, de la connectivité, entre autres. La suite des échanges se poursuivront en août 2025 au cours de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, qui sera organisée par le Japon à Yokohama. Point final à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous et à demain.